Tout sur un plateau, c'est la troisième partie d'émission. Je suis toujours en compagnie de Macha Merrill qui est à l'Auberge de la Treille à Saint-Martin-le-Beau pour une rencontre autour de ses ouvrages ce soir. Notre ami Cyril nous a parlé d'énergie et d'aménagement. Vous regardez les champignons, là je vois avec un œil assez interrogateur. On va parler de poissons dans quelques instants avec Kylian, mais évidemment on va commencer avec ces champignons que nous a apporté Didier Raz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pharmacien à Loches. On va parler ensemble justement de la cueillette des champignons parce que avec les fortes pluies, les champignons prolifèrent. Alors tout le monde part en balade avec son petit panier, mais il y a quand même des règles très importantes à respecter parce que chaque année, c'est plus d'1 millier de personnes en France qui subissent une intoxication suite à donc des champignons pas gentils. On va faire un petit quiz justement gentil, pas gentil. Vous nous avez apporté quelques exemples sur ce plateau. C'est important de respecter des règles quand on part tout à fait, puisque en fait la mycologie est une science quand même, une discipline assez difficile à traiter. Donc pour moi, il me semblait essentiel de vous apporter aujourd'hui de la matière vivante. Et puisque j'ai une collaboratrice qui a gentiment cueilli des spécimens bien frais, sympa, on la remercie. Hein. Voilà, j'ai pris le soin de vous les apporter. Donc vous reconnaissez tous ils ces sont jolis comme ils sont beaux. Il y en a là qui me m'inspirent pas confiance là, les gros là. Les gros rouges là, c'est là. Et je me trompe peut-être. Peut-être que le plus dangereux de tout cela n'est pas celui qui a l'air dangereux. Il faut vraiment se méfier des champignons qui présentent comme ça un aspect assez insolent de par leur beauté, mais qui en fait sont très redoutables. Je pense notamment ici à ce groupe de champignons qui figure ici. Ce sont des amanites. Alors je vais rappeler en fait comment reconnaître une amanite. Voici une amanite tumouche que tout le monde a su reconnaître parce qu'en fait ça nous rappelle nos bandes dessinées ou ça nous rappelle les films Fantasia ou Walt Disney. Voilà. Donc vous avez ce champignon qui a un chapeau bien sûr, un pied dans la partie basse. Il faut bien se prendre soin de regarder les lames. Ce sont des lames blanches qui présentent également sur son pied un anneau membraneux ici. Et dans la base du pied, ici, vous avez une magnifique volve. Alors la volve, un anneau et des lames blanches, ça signe bien sûr le groupe des amanites. Donc danger. Alors dans les amanites, vous avez des champignons qui sont évidemment redoutables. En particulier, vous avez celui-ci. Alors que celui-ci, il a l'air de rien. Hein. Il est doré, il est joli. Une teinte verdâtre, bronze, comme ça. C'est l'amanite phalloïde. Donc, champignon à bien connaître, puisque 50 grammes de ce champignon vous envoie de patresse. Donc, de l'autre côté, comment il est alors, là aussi, les lamelles blanches. Lames blanches, un anneau membraneux et une volve qui est ici un petit peu fugace. C'est important d'ailleurs quand on ramasse des champignons de bien prendre le pied et le chapeau. Alors il est très important justement, j'ai souligné que de bien déterrer le champignon dans sa totalité, c'est très important parce que certains caractères figurent uniquement à la base du pied. Donc c'est là où on peut les identifier. Pour le pharmacien, pour pouvoir l'identifier ou pour la personne qui souhaite mettre un nom sur le champignon, il est indispensable de bien recueillir tous ces éléments-là. Alors par ailleurs, vous avez ici une amanite qui, elle, est parfois consommée. C'est l'amanite rougissante, qu'on présente aussi comme la golmotte. L'amanite rougissante, alors elle peut être consommée à une condition bien précise, c'est qu'il faut chauffer la cuisson, enfin, il faut les préparer en cuisson à au moins à 45 degrés pour bien détruire les hémolysines. Parce que ce champignon contient aussi des hémolysines. Je ne veux pas prendre risque. Hein, voilà. C'est un champignon. On va passer sa route hein, quand on la croise. Il y en a des tellement bons là, tellement merveilleux là, les beaux cèpes là. C'est un champignon très fin. Alors à ne pas confondre bien sûr avec l'amanite panthère, qui est vraiment très proche. L'amanite panthère. Voilà. Vous avez toujours ces lames, cet anneau, cette volve. Elles sont belles, hein, elles se parent de. Alors l'amanite panthère présente elle des gouttelettes de lait à la surface de la cuticule, à l'inverse des cartes grisâtres de géographie qu'on peut trouver sur l'amanite rougissante. Autre aspect aussi, c'est la couleur vineuse qui est présentée dans le pied de cette amanite. Je peux vous la couper en deux, vous allez voir. À l'intérieur, on a toujours des teintes vineuses. Là encore, un bon outil, le couteau, quand on part pour la cueillette des champignons. Ne rien oublier surtout. Regarder voilà, on a une teinte vineuse toujours à l'intérieur. Chose qu'on ne trouvera pas sur l'amanite panthère. Voilà, l'amanite panthère est bien blanche. Bon, vous nous avez amené aussi des gentils champignons. Alors, je vous ai apporté d'autres champignons ici, qui sont des champignons beaucoup plus connus dans la région. Des champignons qui présentent non pas des lames, mais qui présentent des tubes. C'est bien sûr le groupe des bolets. Alors certains appellent ça des cèpes. Il faut savoir que parmi les bolets, on rencontre à peu près 350-400 bolets chez nous. Parmi ces 350 ou 400 bolets, seulement 8 cèpes existent. Voilà, l'appellation cèpe, c'est une appellation un peu usurpée. C'est le bolet, son vrai thème. Voilà le bolet. Alors celui-ci, c'est le cèpe de Bordeaux. Il fait partie des 8 cèpes. Alors celui-là. Alors celui-ci, c'est un bon comestible. Il est connu
depuis très longtemps sur les tables de nos empereurs ou sur les tables couronnées de nos restaurants gastronomiques. On trouve ce champignon, le cèpe de Bordeaux, donc comestible, un bon comestible. Vous avez encore ici un autre bolet qui présente également. Donc, j'aurais trouvé celui-là. Ah oui, celui-là, c'est un bolet qu'il faut connaître, puisque c'est un bolet qui dedans et rouge dehors. Qui subit une oxydation très rapide, donc ce bleuissement. Et en fait, il est bon. Et en fait, celui-ci est un bon champignon. Mais alors attention, donc vous avez les tubes, vous avez les pores rouges, vous avez des ponctuations sur le pied qu'il faut prendre soin de bien distinguer de l'autre bolet, qui a aussi des pores rouges, mais qui lui présente non pas des ponctuations, mais un réseau sur le pied, une espèce de maillage noirâtre. Alors ce champignon est un petit peu plus avancé, c'est plus difficile à observer. Autre caractéristique, c'est quand on coupe, ici, vous avez une petite ligne rouge au-dessus des tubes. Alors là, on est en présence du bolet blafard. Là, c'est le bolet Erythropus, le bolet à pied rouge. Celui-ci est un bon comestible. Le conseil surtout, c'est celui-ci donc est un bon comestible. Allez-y, terminez. Alors celui-ci est un bon comestible. Celui-ci, c'est un redoutable toxique. Eh oui. Donc le vrai conseil, c'est une fois qu'on a rempli son panier, c'est aller voir son pharmacien et lui montrer justement donc ces champignons dans leur globalité. Absolument. Exactement. Ouais. Vous nous aviez amené un petit guide, c'est pratique aussi d'avoir un petit bien guide. Bien sûr, il faut se munir toujours d'un bon ouvrage. Là, en l'occurrence, moi j'aime bien rappeler le livre de Marcel Bon qui s'intitule Champignons d'Europe occidentale. C'est un excellent ouvrage qui était aux éditions Artaud. Il a l'avantage par rapport à des photographies qu'on peut rencontrer dans les livres de montrer donc des gravures qui mettent l'accent sur justement les phénomènes, enfin les caractéristiques que j'ai soulignées tout à l'heure. Merci beaucoup pour tous ces conseils. La petite ligne rouge que vous avez pu voir là sur ce champignon, on la retrouve très bien ici, alors que sur un ouvrage avec des iconographies, vous ne le voyez pas toujours. Et puis quelquefois, quand ils se présentent dans la nature, ils sont pas si bien formés que ça, et on ne sait pas. C'est vrai. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est d'aller poser la question aux spécialistes. Si vous permettez, il faut bien sûr éviter, écarter tous les préjugés qu'on peut avoir, notamment l'histoire de la limace ou la pièce d'argent dans la poêle. Ce ne sont pas des valeurs sûres. On n'a jamais vu d'ailleurs de limace se tordre de douleur au pied d'une amanite phalloïdaire. Bon ben voilà, si vous avez envie d'aller vous balader en forêt, ramasser des champignons, c'est conseillé, mais en revanche après vous ramenez votre panier chez le pharmacien. Merci beaucoup Didier pour toutes ces informations. On va maintenant s'intéresser à l'histoire du poisson le vendredi avec vous Kylian. Pourquoi est-ce qu'on mange du poisson le vendredi ? Alors dans les cantines, oui, si ça sent cette odeur, c'est pas du tout une raison de problématique de crise alimentaire, de risque alimentaire. C'est uniquement une notion symbolique, malgré ce qu'on peut penser aujourd'hui. C'est une symbolique liée à la religion, à une des principales religions que nous avons sur notre territoire, le christianisme. Il faut voir que l'image du poisson a été une représentation dans sa généralité de cette religion, au point d'en avoir fait une représentation graphique, ce qu'on appelle l'ictus. L'ictus qui représente le poisson, mais qui, si on le regarde de biais, représente aussi la croix, enfin nous rappelle tout du moins la croix. Alors pourquoi on a cette utilisation du poisson pour rappeler cette religion? Pour différentes raisons, différentes lignes de lecture dans la... N'est-ce pas? Alors, en amont déjà de cela, dans la lecture du Nouveau Testament, on a la pêche miraculeuse, on connaît la multiplication des petits pains, mais il faut savoir qu'à la fin de la phrase, il y a la multiplication des poissons également, et surtout le dernier repas de Jésus avec ses disciples fut justement fait de poissons. Donc c'est ensuite la lecture du carême et donc le vendredi qui ouvre la période de carême, qui est donc fait à base de poissons, parce que c'est un élément maigre, justement, comme vient de le dire Macha. Sur l'inonde de crème fraîche, voilà, c'est plus tellement... tout dépend comment on le cuisine. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se demander aussi comment on le cuisinait à l'époque. Aujourd'hui, on a une vision un petit peu utopique d'une cuisson maigre, justement, du poisson à l'époque. Or, on n'en est pas du tout certain. Alors, juste pour retravailler sur le mot maigre, à voir qu'il vient à contrario du mot gras. Et pour les enfants qui peuvent nous écouter, Mardi Gras n'est pas uniquement un moment où on se déguise pour le plaisir, c'est parce que c'était le dernier moment où on avait le droit de manger de la viande avant de rentrer, voilà, le Mardi Gras, et d'où le mot carnaval qui était au nom du Mardi Gras, carnaval qui prend sa racine dans carnet, la viande. Alors, comme vient de le dire Macha, il y a tout l'esprit du carême qui a été ancré à travers la période médiévale, puis un petit peu plus loin, où on s'est habitué à manger du poisson le vendredi, au point où c'est resté dans nos rites. Bien que nos cantines aujourd'hui soient normalement sans rite religieux, il y a une laïcité normalement perdure, mais
comme on continue de servir du poisson le vendredi. En même temps, voilà. Et faire manger du poisson aux enfants, c'est pas si commode, hein, parce qu'ils aiment pas ça en général. Hein. Certaines cantines s'efforcent justement de rappeler la laïcité en présentant le poisson, enfin depuis cette année seulement, enfin le poisson d'autres jours que le vendredi, alors qu'on était vraiment marqué dans le rituel. Hein, on a toujours. C'est du luxe maintenant le poisson, parce que le bon poisson c'est extrêmement coûteux, et pour avoir du poisson frais, c'est pas si commode. Hein. Alors c'est du luxe, et à côté de ça, on s'est aperçu que la population française s'est mise de plus en plus à le manger. On a déjà dans les années 50 où est arrivée la conserve de poisson, ça a révolutionné énormément la vente du poisson. Il faut savoir qu'en 1950, l'arrivée de cette conserve a multiplié par 4 la vente du poisson. En 1960, quand on a vendu le poisson surgelé, on a remultiplié par 3 dans sus la vente du poisson. Et aujourd'hui, la majorité d'entre nous qui achètent un poisson, enfin la majorité des consommateurs qui achètent un poisson, l'achètent en rayon surgelé, ne vont rarement l'acheter en frais. Malheureusement, enfin, à mon esprit. Hein. Et ils sont bons sur les bateaux même où on les pêche, alors franchement, ils sont déjà surgelés un peu. Hein, oui. Mais aujourd'hui, ils sont surgelés, on le sait, ils ont quelquefois une forme qui n'est plus carrée, bien qu'on réutilise l'ictus pour donner une forme du poisson surgelé. Mais au point qu'on a une problématique dans notre civilisation, c'est que plus personne aujourd'hui ne sait préparer un poisson, une truite à la chambord, une carpe à la juive ou un chaud-froid de poisson. Aujourd'hui, peu de personnes autour de cette table, je pense, savent fileter un poisson, enlever la peau, enlever les arêtes. Confiance au poissonnier, moi. Mais ça, je ne me permettrai pas de... Enfin bon, moi je suis presque une pro, c'est pas pareil. Quelqu'un qui lit Colette la Gourmande et qui l'écrit. Donc aujourd'hui, on a une problématique, c'est que le poisson se consomme de plus en plus, tout en étant de plus en plus rare dans sa signification traditionnelle dans nos assiettes. Merci beaucoup Kylian pour toutes ces informations. On parlait de cantine, justement, vous aviez juste un petit ouvrage à nous signaler. Pour souligner qu'il y a une pédagogie qui pourrait être faite dans les cantines justement sur la connaissance des produits, je me suis permis de sortir un petit ouvrage sur ce sujet. Et vous avez bien fait, on vous en remercie. Macha, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Didier, merci beaucoup pour toutes ces informations autour des champignons. Mangez des champignons, mangez du poisson, passez un bon week-end et on se retrouve lundi à 18h en direct. Bye bye.